La discrimination positive, est-ce que ça marche? Déjà rappelons son objectif, le but c'est de réduire les inégalités, notamment dans l'accès à l'éducation. Et la question se pose dans beaucoup de pays, certains l'essayent, d'autres l'arrêtent, comme les États-Unis l'année dernière. C'est un peu tôt pour voir les conséquences, mais on peut comparer avec des facs en Californie et au Texas où ces mesures ont déjà été supprimées en 98. Résultat sans appel, la proportion d'étudiants issus des minorités ethniques a chuté, comme on le voit ici à Berkeley. Derrière, c'est la question des critères qui fait débat. Est-ce qu'il faut prendre la couleur de peau, l'origine, l'adresse, sachant que rééquilibrer un endroit, ça peut déséquilibrer un autre? En France, c'est uniquement sur des critères socio-économiques, mais pour des résultats mitigés, surtout dans les filières sélectives. En 2020, 13% des enfants d'ouvriers avaient un bac plus 5 contre 55% pour ceux des cadres supérieurs. Des mesures claires de discrimination positive existent déjà dans le monde du travail, avec un quota de 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises de plus de 20 salariés et 40% de femmes dans les conseils d'administration. Même s'il reste du chemin à parcourir, ça a déjà amélioré la situation. Et un autre cas intéressant, c'est les clubs d'échecs. Dans les années 90, la Fédération française leur a imposé d'intégrer au moins une femme par équipe pour les compétitions. En compète, c'est resté au niveau du quota. Mais le nombre de femmes dans les clubs a nettement augmenté. Elles sont plus de 20% aujourd'hui. Mais encore une fois, ça reste fragile. En 2013, le quota a été supprimé en division 4 et les joueuses ont eu 23% de chances en moins de participer au championnat de France par rapport à un joueur de même âge et de même classement. Et ça pose question parce que ce sont souvent des politiques vues comme transitoires. Mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Vous en pensez quoi?